Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, on poursuit notre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Il résume ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être une simple cité rustique, où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Léonard Lassalle. Et comme l'histoire de Léonard est un roman et que notre entretien a duré longtemps, je vous propose de le savourer en 2 parties. Voici la première. Bonjour Léonard. Bonjour Ingrid. Merci de me recevoir chez vous, dans votre chaleureuse et belle maison nichée en pleine nature dans cette petite commune du Vaucluse, Beaumont-du-Ventoux, à proximité des monts Ventoux et Serein. Votre vie est un roman, Léonard, au point que vous l'avez raconté dans un récit intitulé Walnuts on Goat Cheese, en français noix et fromage de chèvre. Je vais essayer d'en tracer les grandes lignes pour nos auditeurs avant d'en explorer avec vous les épisodes emblématiques. Vous voyez le jour en 1937 à Nice. À 5 jours, vous êtes amené sur l'île du Levant que votre mère Honor David Gell découvre en 1932 où elle s'installe avec votre frère aîné Philippe et votre sœur Sylvette et ses parents, son père, le colonel Gell, héros de la guerre 14-18, et sa mère. C'est le décès prématuré et tragique à quelques jours de sa première fille qui la détourne de la médecine classique et l'invite à se tourner vers les idées révolutionnaires des frères médecins d'Urville qui vantent les mérites de l'exercice physique, d'un régime alimentaire sain et de la médecine par les plantes. Elle adhère aux idées des d'Urville au point donc de quitter Paris, son mari Emmanuel David, célèbre galeriste, pour le Levant où les d'Urville créent alors le village d'Héliopolis. Votre mère est une femme libre, indépendante et en avance sur son temps. Au Levant, elle peint et s'éprend de Marcel Lassalle, homme à tout faire sur l'île qui construira les 3 maisons du colonel Gell, la cigale, la fourmi et la coccinelle. C'est dans cette effervescence des années d'avant-guerre, entourée de nature, nourrie des idées libres et avant-gardistes de votre mère que vous grandissez. Pendant la guerre, vous résidez à Dieu-le-Fit en Provence, puis partez faire vos études en Angleterre, à l'école progressiste Summerhill. Votre vie étudiante se poursuit dans les années 50 à Paris puis à Londres où vous suivez une formation à la Central School of Arts où vous rencontrez votre épouse Mélinda. De la conception de vitrines de magasins à la décoration d'intérieur en passant par la peinture et votre passion pour les antiquités qui vous feront ouvrir une boutique en Angleterre, votre itinéraire artistique est aussi foisonnant que votre vie, Léonard. Pardon pour cette longue introduction, pourtant non exhaustive. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter avec vos mots la façon dont votre mère et vos grands-parents découvrent le Levant en 1932, en posant peut-être le cadre de la vie parisienne et de l'environnement dans lequel évolue votre mère avant qu'elle ne s'installe là-bas? Rapidement, sur mon grand-père, colonel de l'armée britannique, avant, il était prêtre. Donc ma mère a été élevée par un prêtre anglican, de l'église anglicane, qui était le bâton et la douceur. Il était un bel homme et il attirait les femmes. Il n'avait pas trouvé la manière de comment y résister. Et ma grand-mère a été très patiente avec lui.
Elle l'a toujours aimé, elle s'est occupée de lui, malgré ses aventures. Il était donc dans l'église et il a commencé à faire le prêtre de l'armée. Il a fini en Afrique du Sud, se battre contre les Zoulous et là-bas pour les Anglais. Et il est revenu d'Afrique du Sud avec un militarisme en lui qu'il n'a plus quitté. Et quand la guerre de 14-18 a commencé, ma mère était encore une petite fille. Elle est née en 1903, elle avait à peine 10 ans. Il est parti faire la guerre en France. Il n'était pas content de ramasser les morts de partout, parce qu'il était prêtre. Il a appelé son colonel et il lui a dit « Je veux devenir militaire à plein temps ». Ils l'ont envoyé à Douvres, où il y a une école militaire forte, et il est devenu colonel de l'armée britannique. Et il est retourné au front. Ma mère, patiemment, l'a attendu. Elle aimait beaucoup son père, malgré ses coups de bâton, qui n'étaient pas souvent. Elle a grandi en Angleterre. À l'âge de 17 ans, elle s'aperçoit qu'elle veut faire du piano et de la peinture. Son père lui dit « Non, tu ne vas pas faire du piano, tu vas faire, très autoritaire, de la peinture. Et si tu veux, tu peux aller à Paris faire de la peinture. Je m'en occupe. » Elle avait 17 ans, elle va à Paris, à l'Académie Julian, où elle pouvait dessiner des modèles, faire de la peinture, etc. Et là, elle y rencontre un homme extrêmement timide. Elle me disait « Tu sais, je ne l'avais pas embrassé. Pendant 3 ans, je ne l'ai jamais embrassé. » Voilà, donc, elle était assez distante de ce Mano David, mais ils ont fini par se marier. Emmanuel David. Oui. David, ils se sont mariés et ils ont eu d'abord mon frère, Philippe. Ensuite, elle est tombée enceinte de Maxence, une très mignonne, une fille qu'elle adorait. Et pendant qu'elle la nourrissait, elle est décédée dans ses bras, due à la médecine moderne de l'époque. Ça lui a complètement bouleversée. Elle était enceinte de ma sœur. Entre-temps, elle rencontre les Durville. Il lui parle de tout ce qui est naturel. Elle rencontre toute l'épopée, on peut le dire comme ça, des naturistes sur l'île du Levant. Ils achètent un grand bout de terrain au gouvernement. Toute l'île à l'époque, le seul building qu'il y avait, enfin il y en avait 3. Il y avait le Grand Tavis, la petite maison du pêcheur, Lou Pegliasco. Il y avait donc sur l'île du Levant, il y avait aussi un prieuré qui a été construit, je crois, dans le autour du XVIIIe siècle, qui était vide, abandonné. Et puis il y avait le fort Napoléon, qui était dominait l'île. Ce n'était qu'un fort. Il y avait des murs, c'était très rustre. Mais quelle vue! Ma mère est enthousiasmée par l'idée de quitter Paris et toute la vie prétentieuse et sophistiquée parisienne. Et elle part pour l'île du Levant. Enceinte de ma sœur, moi j'étais pas là, mais mon frère. Elle va sur l'île, elle campe et elle reste. Seule, elle part sans son mari. Oui. Elle lui dit, bien sûr, oui. Ils sont toujours en bonne conversation, mais elle ne veut plus vivre avec lui. Mais son mari la laisse partir. Il la laisse partir parce qu'elle m'a dit plus tard, bien plus tard, tu sais, il ne savait pas ce que c'était que l'amour physique. Et ma mère était une passionnée. Et donc, Mano n'était pas encore réveillé. Plus tard, si, mais ça lui a... C'était après 35-40 ans. Donc elle est partie sur l'île et elle arrive sur l'île. Elle est émerveillée par l'île. Il n'y a pas de maison encore. Il y a les routes qui font le tour en ce moment. Là, les corniches n'existaient pas. Là. Non. Et elle voit ce très bel homme qui travaille sans arrêt avec son petit camion et son taxi. C'est Marcel Lassalle. Il aime ma mère certainement. S'occupe un peu d'elle, elle l'aide avec sa tante. Alors elle plante sa tante aux eucalyptus. Les eucalyptus, c'est en descendant de la pomme d'Adam, le café en haut, en descendant, on arrive à un endroit où il y a un puits. C'était le seul puits de l'île à l'époque. C'est ici qu'il campe. Donc, elle est enceinte, elle a un jeune garçon qui a quoi, 8 ans, 9 ans, Philippe, mon frère. Votre grand frère. Et elle campe ici seule ou ses parents la rejoignent rapidement? Comment ça se passe? Alors, elle campe seule. Oui.
Ensuite, le bébé va venir. Oui. Ma sœur, elle monte à Paris, elle passe une semaine pour que sa naissance se passe bien, et elle rentre sur l'île. Elle laisse Mano David, qui dit « Hé, ma fille », elle dit « Si tu veux la voir, viens sur l'île ». Et elle part sur l'île. Donc, elle retourne à l'île du Levant. Et elle n'a pas de mari officiel, donc elle s'appelle David Gell. Alors, avant ça, pendant qu'elle était sur l'île en campant, elle savait que ses parents étaient à Bordighera. Alors, elle envoie une lettre, tout était fait par courrier à l'époque. Elle prévient que cette île est merveilleuse. Elle aimerait que ses parents viennent la voir sur l'île, de façon à ce qu'ils puissent peut-être acheter un terrain, que ça intéresserait son père. Alors, son père, très, très britannique, très extrême, dans un autre sens, très naturel. Il a aimé l'île tout de suite. Immédiatement? Oui, immédiatement. Et ils ont acheté des terrains et ça a été très, très touchant combien il a aimé l'île. Ma grand-mère était moins sûre du naturisme, très anglaise, cache et tout. Et donc, ils restent sur l'île un bout de temps pour acheter des terrains, ils font des contrats, des plans, etc. Et lui, il prépare sa maison, qu'on appelle la Cigale. C'est pas la première construite. La première construite, c'est la Fourmi. C'est un genre de petit bungalow avec des marches qui montent. Et la Fourmi est devenue maintenant un restaurant. Et la Fourmi donnait sur le coin, au bas des escaliers de la grande descente, il y avait la Cigale avec sa tour, dans lequel mon grand-père chantait, parce qu'il aimait chanter. Un peu plus bas à droite, il y avait la Fourmi, qui était une petite maison qui a été construite assez rapidement, dans laquelle ma mère a habité au départ. Après avoir fait le camping, elle est allée là. Et l'autre petite maison, c'était pour mon grand-père qu'il puisse venir en vacances et être tranquille pour lire, etc. Et il a construit la coccinelle. À la mort de mes grands-parents, la coccinelle m'a été donnée, la Fourmi a été donnée à ma sœur, et la Cigale, la plus grande et la plus belle, a été donnée à mon frère. Ma mère ayant toujours l'usufruit. Si vous permettez, Léonard, j'aimerais lire un petit passage de votre roman qui a été traduit, enfin de votre vie qui a été traduite. Les deux frères créent une association, la Société Naturiste. Vous parlez des Durville, bien sûr. Ma mère y adhéra avec enthousiasme, rejointe par des patients parisiens et des amis des Durville. Ils organisaient des vacances santé. Ils campaient dans les forêts de pins près d'un lieu nommé le Grand Avis, où à l'époque les bateaux venant du Lavandou déchargeaient passagers et marchandises. L'idée de base était la suivante. La vie citadine moderne était malsaine. Pour se détendre et retrouver l'énergie vitale, rien n'égalait le soleil et la mer. Ils organisaient des séances de gymnastique, l'escalade des collines, de longues promenades. À la force du poignet, munis de pioches et de pelles, ils créèrent des routes et définirent un lieu pour y implanter un village. Ils le nommèrent Héliopolis. Ils le situèrent en hauteur, bordé de chaque côté par 2 hautes collines. Il était protégé du Mistral violent. On comprend que votre mère et vos grands-parents font partie des pionniers de l'aventure d'Urville. Vous n'étiez pas encore né, Léonard. Est-ce qu'on vous a décrit cette période, l'effervescence de cette période, la rusticité aussi peut-être du mode de vie actuel? C'était tout à fait de base, ma mère me disait. L'eau, il fallait aller dans le puits. Pour se laver, il fallait vider le baquet sur la tête. C'était très, très rustique. Mais quand ils ont commencé à construire les maisons, surtout la Cigale, ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de vie sans eau. Et ils ont construit une énorme citerne sous la maison, ce qu'aujourd'hui je ne ferai plus, mais à l'époque, sous la maison, pour garder la maison fraîche et en même temps pour avoir de l'eau à la pompe. Donc la Cigale a toujours eu de l'eau. À n'importe quelle époque de l'année, il y a toujours eu de l'eau pour prendre une douche et pour avoir de l'eau pour boire. Et on buvait cette eau-là. Et la citerne était 60 000 litres. Voilà. Et je ne me rappelle pas, maintenant j'étais trop jeune, de la Fourmi. La coccinelle n'avait pas d'eau. On allait à la Cigale prendre une douche. Voilà. Et puis il y avait le carré aussi qui a été construit. Ça, c'était pour mon grand-père, pour avoir sa librairie, pour avoir des livres. Et tout ça était avant la guerre, avant la deuxième.
Oui, absolument. On est dans les années, en effet, entre 1935 et 1942, où voilà. À cette période, l'île sera évacuée. Dans votre biographie, vous écrivez « Au nord », donc votre mère, découvre la lumière des îles et de ces espaces, loin de la civilisation urbaine, une exigence de vie qui l'éloigne de son mari. Qu'est-ce qui séduit immédiatement votre maman dans cette île ? Le silence. Oui. La lumière. L'espace. Oui. Les vues imprenables sur la mer. Je pense Marcel Lassalle. Il était très beau. Et puis le naturisme. Son idée pour elle de retourner à la nature était top. Oui, tout cela concordait et participait à ce goût pour l'île. Son mari, Emmanuel David, avec qui elle est mariée depuis 1925, est-ce qu'il est venu sur l'île ou pas ? Oui. Oui. Alors lui, il m'a toujours dit, moi étant petit garçon, oui. La femme que j'aime le plus au monde est la plus folle. Alors moi je disais, ah oui, c'est qui ? C'est ta mère. Donc il l'a toujours pris pour une folle. Sensé. Donc il est venu, mais il ne s'y restait pas. Non. Il était trop préoccupé par ses tableaux. Il vendait des Cézanne et des tableaux merveilleux à Paris. Et il était pris dans le monde de l'art à fond. Et elle ne voulait pas participer à ça, surtout en élevant ses enfants. Parce qu'elle a donné priorité à ses enfants, même sur sa peinture. Oui, c'est vrai. Vous racontez à de nombreuses reprises, en effet, le temps qu'elle passait avec vous, parfois en délaissant même sa peinture. Voilà. Tout à fait. Vous avez un frère Philippe, âgé de 11 ans de plus que vous, et une sœur de 3 ans, votre aîné. Comment se sont-ils adaptés sur l'île ? Alors, votre question m'amuse. Dites-moi. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les adultes sont pleins de questions. Oui. Et l'ego veut toujours en savoir plus. Mais en vérité, l'âme n'a pas besoin d'en savoir plus. Elle a besoin d'être, pour absorber, pour connaître. Les enfants sont proches de leur âme. Donc ils n'ont pas besoin d'imaginer comment être sur l'île. Ils le sont. Donc moi qui ai commencé par l'île du Ventre, je n'avais pas cette imagination-là. Je n'avais pas ce désir de connaître plus, puisque tout ce que je savais était autour de moi. Donc j'étais vraiment dans le présent. Et je n'ai pas senti de décalage du tout avant que je quitte l'île du Ventre et que j'aille à Dieulefit en pleine guerre. Absolument. Et ça, on va en parler de cet épisode qui a été très marquant parce que, en plus de ça, je crois que le départ a été brutal de l'île. On aura quelques questions à ce sujet. En fait, je voulais aussi vous demander, peut-être que pour votre sœur aussi, ça a été naturel parce que finalement, elle est quasiment née et a grandi sur l'île comme vous. Mais votre frère, qui peut-être lui avait, à 9 ans, il quitte son père aussi. Camaret, son père. Absolument. Et Paris. Oui. Est-ce que pour lui, il vous a raconté ensuite, ou est-ce que vous avez ressenti que ça avait été peut-être plus Alors, compliqué ? ça a été difficile. Ça a été difficile parce que là, il y a tout le côté humain qui s'implique. Et mon frère a été emmené de l'île par son père quand il avait 11 ans et mis dans une école de jésuites en Avignon. Dans mon frère, dans ses sentiments profonds, moi, son petit frère, qui restait avec sa maman, un petit garçon, blond comme sa maman, c'était dur. Bien sûr. Et il a eu beaucoup de mal. Et toute sa vie, il a eu du mal avec moi. J'aimerais revenir à votre mère au nord. Votre mère, elle peint, elle adhère non seulement à la pensée des Durville, mais elle collabore aussi avec eux en illustrant leurs livres et la revue Naturisme. Patrick Belay, en introduction des Cahiers du Levant qui sont consacrés à votre mère, écrit « Sa passion de la couleur lui fait parcourir l'île qu'elle peint avec une telle énergie que bientôt la toile vint à manquer. Qu'importe, la toile cirée, matériau de base de l'île à cette époque pionnière, fera l'affaire, et une nouvelle peinture naît, le geste plus rapide et ample trace sur cette surface lisse une ligne fluide et transparente dans l'urgence d'une vie intense. Plus loin, il ajoute « Odor ne s'est jamais soucié d'une quelconque carrière, sa spontanéité, sa liberté de vie et la fulgurance de ses choix témoignent de l'authenticité de ses engagements. » Qu'est-ce que peignait votre mère ? Quel était son style de peinture, Léonard ? Alors, l'histoire de la toile cirée est amusante et on peut la laisser comme ça.
mais c'est romancé. La vérité, c'est qu'elle a commencé avant l'île du Levant, la toile cirée. Malheureusement, cette toile cirée, c'est vrai que quand elle est neuve, elle est belle. Elle est blanche, elle est brillante, ça glisse. Et ma mère a vraiment trouvé son énorme plaisir à peindre sur la toile cirée. Sauf que c'est du caoutchouc. Et le caoutchouc, ça pourrit. Et toutes ces toiles cirées sont des tableaux qui s'abîment et qui sont durs à récupérer. Alors c'est vrai que sur l'île, elle trouve des toiles cirées. Les gens en ont pour leur table. Donc elle fauche les toiles cirées, mais elle n'a pas de châssis, par exemple. Donc elle met des punaises et puis elle peint comme ça. Elle peint quoi? Elle peint des paysages, elle peint des modèles. Elle était très douée pour les portraits. Oui. Elle peint des paysages, des nus. Oui. Très peu de fleurs. À Paris, si elle peignait des fleurs. Mais elle peint tout ce qui l'entoure. Bien sûr. Et en employant quelle technique? L'aquarelle Non, la peinture à l'huile. La peinture à l'huile. Ma mère, elle peignait avec ses doigts. D'accord. Alors, elle n'avait pas de pinceau. Oui. Et dans ses doigts, elle essuyait la peinture, elle la tirait, elle la mélangeait. Elle avait une couleur sur chaque doigt, souvent. Et... vous l'avez vu beaucoup peindre, vous, quand vous étiez petit? Alors moi, je restais assis à côté d'elle. Oui. J'adorais l'odeur de l'essence de térébenthine. Oui. La térébenthine, j'adorais être à côté d'elle et de la voir peindre. C'était fascinant. Et puis elle avait un œil très très direct et très rapide. Et puis j'étais épaté par ces mélanges de couleurs. C'est une vibration sonore en vérité. Oui, c'est joli. Cette passion pour la peinture, voilà, qu'elle vous a transmise, on y reviendra. La vie pour votre mère, Honore, c'est aussi l'amour. Et Honore vit passionnément avec cet homme que vous avez cité, Marcel Lassalle. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était cet homme, d'où il venait et comment ils se sont rencontrés avec votre mère? Très bien. Marcel était fils unique et il avait une maman extrêmement accapariste qui avait beaucoup de mal avec ma mère. Elle était fortement jalouse de ma mère, qui était, on pourrait dire, j'aime pas le mot méchante, mais qui était difficile avec ma mère. Et donc elle l'évitait. Heureusement, notre maison était de l'autre côté de l'île, sur la face ouest, sur les couchers de soleil, côté de Toulon et des autres îles. Donc elle n'était pas très copine avec... mais elle vivait follement amoureuse de Marcel Lassalle. Et il se rend compte parce que c'est Marcel Lassalle qui va construire les 3 maisons de votre grand-père, c'est ça? Je ne sais pas s'il construit les 3, mais je sais qu'il construit la Cigale, peut-être la Fourmi au départ, c'est possible. Coccinelle, je crois que c'était une genre de préfabriqué qui est venu, je crois, de la Côte d'Azur. Toujours est-il, il a construit donc ces maisons et il faisait sa culture physique, c'était un homme libre dans un sens, mais avec une mère accapareuse. Alors finalement, mon frère, qui était toujours avec ma sœur et lui adorait l'île, il adorait la salle. Et ma sœur, c'était comme son papa. Oui, oui. Et Mano est venu de Paris et il lui a dit, écoute, c'est pas possible, on peut pas garder Philippe sur l'île. Il ne va pas à l'école, il a 11 ans. Je l'emmène. Je vais le mettre dans l'école jésuite d'Avignon. Ma mère a dû dire, oh non, fais pas ça. Il l'a fait quand même. Et donc il est parti. Et ma mère était désolée de se retrouver avec sa petite fille, mais plus de petit garçon. Et c'est quand elle a décidé, avec la salle, de faire un petit. Alors, racontez-nous cette histoire. Ils ont essayé. Mais le ventre ne grossissait pas. Alors lui disait, mais tu es bien sûr d'avoir des enfants? Et elle disait, mais bien sûr, j'en ai déjà eu 2, etc. 3 même, avec ma sœur. Et donc, elle était embêtée et finalement, elle a senti que c'était lui qui ne pouvait pas avoir l'enfant. Alors, elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle n'a pas eu le courage de lui dire. Surtout qu'il était coléreux. Il avait un tempérament... violent, rapide, violent, fort. Elle en avait un peu peur. Donc, elle ne lui dit rien.
Elle dit qu'elle doit aller à Paris pour Sylvette, pour voir quelque chose pour sa fille. Elle monte à Paris, et à Paris, elle avait bien calculé son coup. Elle choisit un homme certainement très intelligent, pas de descendant, libre dans ce sens-là, avec une femme qui, elle, ne peut pas avoir d'enfant. Donc, elle se dit, cet homme, je pense qu'il ne va pas me résister, ça va aller. Et comme il n'a pas d'autre enfant, quand moi je vais lui dire, ça c'est le tien, il ne va pas résister. Mais si, il a résisté. Ça, c'est une autre histoire. Oui. J'en ai souffert. Bien sûr. Moi, ça, vous, peut-être, si vous êtes d'accord, c'est une très belle histoire, en vérité. Vous le raconterez ensuite, mais donc continuez, parce que... Donc, elle m'a dit, après avoir couché avec lui 2 fois, je me suis aperçu que j'étais enceinte. J'ai senti que tu étais là. Et elle m'a dit, je suis rentrée à Lille. Elle rentre à l'île du Levant. Elle rentre à Lille avec moi à l'intérieur. Comment ça se passe, là? Alors lui, elle n'ose pas lui dire. Elle garde ça secret. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait une petite bosse. Donc sur l'île, avec le soleil qui brille tout le temps, avec ce beau temps. Le ventre qui s'arrondit. Il regarde, il dit, mais on dirait que tu es enceinte. Et elle dit, ah oui? Oui, c'est bizarre. Puis il ne dit plus rien, et puis quelques jours plus tard, ça a l'air de grossir. Et elle lui dit. Alors là, il explose. C'est-à-dire, elle lui avoue que... Elle lui avoue qu'elle est allée à Paris, qu'elle a couché avec cet artiste 2 fois. Lui, il avait 25 ans de plus qu'elle. Et Marcel accepte ça? Pas bien. Mais il adore ma mère. Il adore ma sœur. Le frère n'est plus là. Donc il n'y a que ma sœur et ma mère. Et il s'occupe d'elle, il continue. Mais il a du mal. Et quand, finalement, au mois de décembre, 1937. Ma mère sent qu'elle va accoucher, en 1937, il n'y a pas un chat sur l'île, en hiver surtout. Oui. Elle va à Nice. Oui. Et là, elle accouche. La salle est à côté d'elle. Elle lui dit, prends le bébé. Il prend le bébé. Alors, c'est peut-être mon imagination, c'est possible. J'ai senti en moi un homme qui voulait m'aimer, mais qui n'y arrivait pas. Et qui était complètement coupé de moi. En tant que nouveau-né, il y avait un problème. Je n'ai pas pu le dire en mots, parce qu'il n'y avait pas encore de mots dans ma tête. Lui, il doit rentrer sur l'île. Donc, il me déclare à la mairie, et il me rapporte à ma mère. Et il part pour l'île. Un vent d'est terrible se lève à décorner les bœufs. Et ce vent d'est fait mon arrivée sur l'île assez dramatique. Le 4 ou le 5 décembre 1937, en autobus, on part au Lavandou, on prend le bateau avec le père Pegliasco et Loulou qui avait 13-14 ans. Et la barque, elle était quoi? Plus petite que comme d'ici à la vitre, hein, elle était petite. Et ma mère me tient dans une couverture en laine, dans ses bras, et on commence à traverser. Et le vent devient de plus en plus fort. La traversée devient de plus en plus violente. Cette petite barque va dans tous les sens. Loulou est devant, toujours à regarder l'horizon. Le père Pegliasco, il tient la barre. À chaque fois qu'il y a une grosse vague, il faut la contourner et tout ça. Il y a tout un art. Et tout d'un coup, il dit, il y a le feu. Le moteur du bateau prend feu. Et brûle. Alors il appelle ma mère, il lui dit, vite, vite, donnez-moi la couverture du bébé. Alors ma mère défait le bébé. Loulou vient et me prend dans ses bras. Il avait un pull vert, il était encore chaud. Il me prend dans ses bras et il retourne à l'avant du bateau pendant que le père se bat avec cette couverture pour arrêter le feu. Et après une longue bagarre avec ce feu, il arrive à l'éteindre. Il se brûle les mains un peu et il prend les barres et il rame. Et pendant plus de 2 heures, il rame pour essayer de revenir sur l'île.
Le vent d'Est était très fort, il nous avait envoyé sur Port-Cros, il fallait revenir. Donc, on arrive à Lille, et là, Marcel était là pour nous chercher avec sa petite camionnette jaune, petite Citroën. Inquiet peut-être. Inquiet, oui, très inquiet, parce qu'il avait attendu longtemps qu'on arrive. Ça, c'est cette histoire. Quelle arrivée. Oui, alors quelle arrivée. Alors, après, moi, je suis sur l'île. Donc, tout comme bébé, tout ce que... J'allais te tutoyer. Tout ce que vous présentez à un bébé, il va l'accepter comme tel. Il ne va pas le critiquer ou dire ça doit être comme ça ou comme ça. Donc, tout sur l'île est devenu mon commun. Mon commun, la cigale, la fourmi, l'araignée que j'appelais Madame Arthur. Tous les sujets de ma distraction deviennent votre environnement. Absolument communes, mais rien n'était acheté. Il n'y a pas de magasin. Donc, je suis élevé d'une manière toujours par terre, toujours tout nu. J'avais pas de caleçon, j'avais pratiquement pas d'habits. Ma mère me tricotait les petits pantalons en laine bleus que je mettais en hiver. Mais autrement, j'étais toujours tout nu. Vous avez senti, tout bébé, qu'il manquait quelque chose de ce lien. La résistance que j'ai sentie avec Marcel Lassalle, quand il m'a pris la première fois dans ses bras, elle est très dure à décrire parce qu'elle est avant le mot, c'était avant que je puisse parler. Oui. Mais dans ma conscience profonde, j'ai ressenti ce manque qui m'a pris une grande partie de ma vie à résoudre. Pas à résoudre par la pensée et la déduction, mais à résoudre par l'amour et l'acceptance. Et ça a été un long parcours, mais tout est possible. Oui, parce que Marcel Lassalle, malgré son tempérament de feu, si j'ai bien compris, vous reconnaît. Ce n'est que tardivement, à 15 ans, que vous découvrez qui est votre père biologique. C'est votre mère qui prend l'initiative de vous en parler. Oui. Ou vous aviez déjà des doutes? Vous voulez que je vous raconte cette histoire? Si pour vous c'est possible. C'est le moment approprié, oui. Alors, ce qui s'est passé... Est-ce que vous aviez des doutes ou pas? Parce que vous dites que vous avez ressenti ça bébé, mais du coup... Oui, je l'ai ressenti, mais je m'en suis aperçu plus tard. Parce que j'ai pas compris. J'ai souffert énormément. Et je peux, avec tout l'amour que j'ai pour ma mère, et c'est seulement lorsque ma copine était ici, qui est à Bruxelles maintenant, elle me dit, tu dis que tu aimais ta mère et que ta mère était formidable. Mais en vérité, la façon dont ta maman a vécu n'a pas été vraiment formidable pour toi. Et je n'avais jamais vu cette perspective avant qu'elle me le dise dernièrement, il y a un an. Et je me suis dit, mais elle a raison. Avec ma mère, je l'aime tellement que je ne vois pas de faute. Mais quand je pense avec quels hommes elle a été, alors Lassalle, super, mais il ne pouvait pas avoir l'enfant. Ensuite, celle qu'elle a choisie après, le pire de tous, qui a agressé sexuellement ma sœur, qui, moi, m'a donné des coups de botte allemandes, qui étaient violents, qui étaient peut-être très beaux et très physiques, mais ce que ma mère cherchait aussi. Donc, elle n'a pas été aussi rose qu'elle paraissait. Mais j'ai découvert, beaucoup plus tard, avec Marcel, en 1942, nous allons à Dieulefit, dans la Drôme. Après 2 jours de voyage de train, ça c'est une autre histoire, parmi les troupes allemandes. On en parlera, ça. Et une fois à Dieulefit, c'était au mois de février 1943, nous recevons un télégramme d'Allemagne, je me rappelle encore bleu, sur lequel Marcel Lassalle, décédé, électrocuté. Alors, oui, peut-être pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, à l'époque, en fait, parce qu'on a fait une petite ellipse de quelques années, quand la guerre éclate, Marcel Lassalle, comme beaucoup de Français à l'époque, est réquisitionné par les services du travail obligatoire afin de participer à l'effort de guerre en Allemagne, c'est ça?
Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est volontaire de sa part ou est-ce qu'il a été réquisitionné? C'est peut-être là où il y a un depuis doute. trouvé un journal que j'ai gardé ici, du Dauphiné libéré de l'époque de 42 ou 43, dans lequel il y a une annonce. Tous les journaux français étaient tenus par les Allemands. Pas directement, indirectement, mais ils l'étaient. Et il y a une publicité. Si vous allez en Allemagne et travaillez en Allemagne, quoi que soit votre métier, vous serez rémunéré très généreusement, surtout votre famille, qui à vie aura une assurance. Au cas où vous dispariez, il y aura une assurance. Il a lu ça et il est parti en Allemagne de son propre gré. Oui. Et comme beaucoup de Français. Et comme il était du Sud, il avait vécu l'Algérie et ils sont partis d'Algérie, lui et sa maman, lorsque les troupes anglaises et américaines ont envahi le Maroc. Ça n'a pas été parlé en France beaucoup. Mais ils ont envahi le Maroc et ils ont pris l'Afrique du Nord. Donc, il n'y avait pas d'Allemands en Afrique du Nord, il n'y en avait plus. Ils étaient tous en France. Marcel Lassalle et sa mère, je pense, étaient venus pour être proches des Allemands. Je pense. J'en suis pas sûr. Toujours est-il qu'il nous dit qu'il est décédé. Et à ce moment-là, ma sœur dit « Moi, j'ai un papa ?» Et ma mère dit « Oui, Emmanuel David, c'est ton père. Ton frère, c'est ton frère. » Et moi, je dis « Et moi alors ?» Et elle me dit « Non, c'est pas le tien. » Et moi, je pars en pleurant. Alors, elle dit « Non, c'est pas le tien » en parlant de Emmanuel David ou de Marcel Lassalle? Emmanuel David. Elle me dit pas sur Marcel Lassalle. D'accord. Elle me le dit pas à ce moment-là. Et moi, je pleure. Je l'adorais, Marcel. Et je pleure ce père pendant... Vous êtes petit, vous avez 5 ans. Oui, pendant une dizaine d'années, tous les soirs, je pleure ce père. Oui, vous pleurez Marcel Lassalle, oui. Que vous pensez être... Je pensais oui, et puis... Je le voyais venir, là. Bien sûr. Incroyable. Alors, comment vous découvrez qui est votre vrai père biologique? Pour revenir, l'île du Levant. Ma mère, ses enfants, ma sœur et moi, maintenant, puisque mon frère n'est plus là, la guerre termine, ma mère veut retourner à l'île. Et Mano David, qui était très généreux, lui dit « Écoute, 3 mois de l'année, tu peux retourner sur l'île avec tes enfants, je paye tout. » Donc on est retourné sur l'île pendant 3 mois de l'année. Et une fois sur l'île, il y avait David qui était là avec mon frère, ma mère et ma sœur et moi. Et moi je mangeais avec les coudes sur la table et je portais ma cuillère à la bouche très doucement. J'en avais marre pour quelque chose. Je n'étais pas content. Mano David dit à ma mère, si celui-là avait un père, il ne mangerait pas comme ça. Alors je m'excuse parce que les émotions reviennent. Je veux comprendre. C'était très fort. J'ai quitté la pièce, je suis allé dans la grande chambre à coucher de la Cigale. Je suis allé sur mon lit et j'ai pleuré. Et j'ai pas pu m'arrêter pendant plus de 2 jours. Jour et nuit. Des larmes. Terriblement douloureux. Tout d'un coup de me dire que Lassalle n'était pas mon père, c'était... Parce que vous l'apprenez comme ça, en fait. Je l'apprends comme ça, par lui, par mon beau-père. Oui, quelle violence, oui. Oui, c'était très très dur. Votre mère ma mère réagit vient sur mon lit et elle me regarde, mais quand je la regarde dans ses yeux, elle avait des jolis yeux bleus, presque roses, et doux comme je sais pas quoi. Je la regarde, mais furieux, j'avais un regard dur et absolument furieux. Je dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? J'avais souffert toutes ces années. Ça aurait quand même atténué un peu, quoique j'aurais toujours été mon père du moment, point de vue affectif. Bien sûr. Mais ça aurait fait une différence. Elle me dit, je sais pas, avec la guerre, tout ça, je sais pas. Et puis, ton papa est juif. J'avais peur de ça aussi. Avec la guerre, j'ai tout mélangé. J'ai pas pu te le dire.
Alors, à 15 ans, elle m'emmène voir mon vrai père. Ça, c'est une autre histoire. Henri Valency. Henri Valency. Qui est l'oncle d'Anne Sinclair. Et un grand peintre. Et un très bon peintre. Oui. Oui, oui. Un grand intellect. Un homme très... où l'intelligence dépasse les motifs. Vous rencontrez votre père, vous avez 15 ans. Comment se passe cette rencontre? Oui, ça c'est dur aussi. Je rentre dans son atelier, alors je suis prêt à aimer... Éperdument. Oui, oui, éperdument, sans limite. Je veux le prendre dans mes bras et l'embrasser. Impossible. Parce que quand on rentre dans l'atelier, il vient vers moi, il me tend sa main, il me la prend, il me dit « Bonjour monsieur » et il me la repousse. Aïe. Ce geste, je n'ai pas pu l'effacer. Bien sûr. Et ça a été assez dur. Et donc, il parle avec ma mère pendant plus d'1 heure. Et moi, je suis dans l'atelier, je suis fasciné parce que c'est plein de... Moi qui suis artiste aussi, j'admire tout ce qu'il y a. Je vois des beaux tapis par terre, je vois des tableaux intéressants, des bouquins fascinants. L'atelier est fascinant. Alors j'apprends ça, mais j'apprends ça avec. Et quelques années plus tard, quand je sors de mon service militaire, tout ça ce sont des autres histoires, je sors de mon service militaire, je suis enfin libre, j'appelle Mélinda en Angleterre, je dis tu peux venir. Mélinda, votre femme. On en parlera aussi, voilà. Mais pour nos auditeurs. Alors elle vient, mais en quelques mots, oui. Je le rencontre, lui, sur la gare de Cannes, et je dis excusez-moi, monsieur Valency, mais voilà ma compagne. Je les présente, bonjour madame, puis après il se retourne vers moi, il dit bonjour monsieur, et il reprend ma main comme avant, quand il avait 13 ans, et il me la repousse. Excusez-moi, j'ai de la famille sur le train. Aïe, aïe, aïe. Je regarde sur le train, je vois Anne Sinclair, qui était très belle, devait avoir 16 ans. Moi j'avais 18, 19. Et tout ça est encore repoussé à l'étranger, loin. Donc je ne peux pas aller vers lui. Et de ce monde, je n'ai pas pu aller vers lui. Il n'a jamais eu un geste? Non, je suis allé vivre à Paris en 60. Nous avons eu notre premier enfant, Lucienne. J'ai tout fait pour essayer d'aller le voir avec sa petite fille. Il n'a jamais répondu au téléphone. Et finalement, fin de l'année 60, il est mort. Donc, j'ai senti qu'il m'a fait vraiment un mauvais coup. Savez-vous, Léonard, si votre mère lui avait appris votre naissance? Oui. Quand vous Alors, ma mère lui a toujours tout dit. Oui. Et elle lui a écrit 1 fois par mois. Oui. Et lui a écrit à ma mère 1 fois par mois. Dans les lettres de ma mère, il y avait tout sur le petit François, je m'appelais François à l'époque. Oui. Et dans les lettres d'Henri, il y avait tout sur sa peinture, tout sur ceci, sur cela, mais pas un mot, même pas mon nom. Mais ça finit par une belle histoire. Oui. Et dans ma belle histoire, je vous raconterai plus tard, j'ai perdu une de ces belles olives, grosse comme ça. Elle est tombée quand j'ai réconcilié avec mon père. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, on va revenir sur vos sur l'île. On va revenir sur l'île parce que on a quand même fait une grosse ellipse. Moi, j'aimerais, vous l'avez dit tout à l'heure en démarrant, vous arrivez là, votre commun, c'est l'île, c'est la nature, c'est la cigale, la fourmi, c'est votre mère qui peint. Vous écrivez, l'île du Levant était pour un enfant de mon âge un endroit magique, idyllique, un beau rêve, mais vrai de vrai celui-là. Léonard, est-ce que vous pourriez nous décrire comment c'était de grandir au Levant? Quelles étaient vos activités? Quels sont vos souvenirs marquants? Alors, je suis un homme intéressant dans le sens que j'ai accès à toutes les sources de souvenirs dans mon être. Il suffit que je m'y promène. Et j'aime m'y promener parce que cette partie de ma jeunesse était magnifique. Dès que j'ai appris à marcher, j'ai commencé à me balader sur l'île. Il n'y avait pas de voiture.
il n'y avait pas vraiment de vélo parce que c'est très dru, les routes sont presque verticales. Et mon grand intérêt en tant qu'enfant, c'était d'aller dans le maquis, de regarder tous les insectes, de manger des arbouses, d'être avec les serpents, il y avait des couleuvres, il n'y avait pas de vipères, d'être avec les couleuvres, d'être avec Tante Arthur, qui était mon araignée, pour lequel je nourrissais amplement avec des scorpions, avec des guêpes, avec tout un tas de choses, pour la voir tenir ma nourriture à distance, pour être piqué parce que je lui donnais, j'étais quand même très coquin. Et j'ai passé un temps fou au départ avec tout ce qui entourait la maison. Je me suis aperçu que c'était magnifique, que la couleuvre, qui était grande couleuvre, quand je sifflais, elle sortait de son trou, le mur, et elle venait. Moi, je venais avec un petit bol de lait, ma mère m'avait donné, et je lui faisais boire du lait. Et elle adorait ça. Et dès que je sifflais, elle ressortait de son trou pour avoir son lait. Donc, il y avait une communion et communication, que ce soit une fourmi, une araignée, une guêpe, un scorpion, et même des petits oiseaux qu'il y avait, tout ça était avec moi. Après, je commence à marcher. Mon père et ma mère régulièrement me descend me baigner, parce que la salle travaillait tout le temps, et elle descend nous baigner avec ma sœur, et là, sur la plage, je trouve des arrêts de différentes distractions fascinantes. J'en donnais une par exemple, je devais avoir 4 ans, je vois chaque creux de rocher à l'époque avait des crabes. Non seulement un, mais 2 ou 3. Plus gros était le trou, plus gros était l'habitant de ce trou. Et je vois un assez gros crabe noir. Il sort à moitié de son trou et je ne sais pas si vous connaissez les crabes, moi je les connais bien, ils ont des yeux comme des télescopes. Et ils ont 2 petits télescopes. Et ils arrivent des fois à les faire tourner dans des sens opposés. Donc ils voient beaucoup de choses en même temps. Et je le vois regarder dans une direction. Et finalement, je vois les 2 yeux aller dans cette direction. Je regarde et je vois une petite vague qui contourne le rocher, qui vient et qui apporte un mégot. Et ce petit crabe, il essaye d'attraper le mégot. Mais avec la vague qui s'en va à nouveau, le mégot disparaît. Et je suis resté là, je ne sais pas moi, un quart d'heure, plus même. À observer. À observer ce mec. Finalement, le crabe, avec sa petite pince, arrive à attraper le mégot, qu'il porte dans la grosse pince, et il le tient bien, la grosse pince. C'est une vieille gauloise qui avait été sucée par un pêcheur. C'est vraiment dégueulasse. Il la tient dans sa main, et avec l'autre, il fait une investigature. Alors, il regarde avec beaucoup d'attention, et il voit qu'il y a des petits filaments de tabac. Il en attrape un, et il le tire, il est assez long. Il le tire, et puis il le regarde sous toutes ses formes, et ils ont des petites bouches comme ça, avec des dents comme ça, et il le met là, et il commence à manger ce mégot. Ça lui a pris un temps fou, et il a mangé tout le mégot. Et moi, je suis resté à regarder ce il n'y avait pas d'amusement plus fascinant que ça. Bien sûr, cette observation fine de la nature. Oui, extraordinaire. Plus tard, quand j'ai fait de la pêche sous-marine, j'allais dans les rochers, mais tout de suite, j'étais envahi par des crabes qui venaient me voler ma pieuvre que j'avais attrapée pour manger. Ils adorent la pieuvre. Mais mes amusements sur l'île, c'était ça, mais ça me prenait tout. Ça me prenait... Oui, beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations, mais toute ma créativité. Sur les bords de la plage, j'ai marqué ça l'autre jour là, il y avait des boules de verre à l'époque qui flottaient sur la mer pour tenir les filets. C'était des boules de pêcheurs pour tenir le filet vertical. Et ces boules de verre, on les retrouvait entre les rochers. Et souvent, avec ma sœur, on allait voir si on allait trouver des boules de verre. Elles sont belles, elles étaient soufflées, et elles étaient cassées à la fin du soufflage, et elles étaient souvent encore prises dans des filets en corde. Ça, c'était aussi un amusement.
aussi, nous avions beaucoup d'imagination. Et à l'époque, maintenant il n'y en a plus, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, si, je sais pourquoi. C'est que maintenant, tout a changé. Et que les bords de plage ne sont pas ce qu'ils étaient. Mais avant, il y avait des roseaux qui poussaient jusqu'à la mer. Et quand il y avait une tempête, ça arrachait les roseaux. Et dans la mer flottaient des formes incongrues, incroyables et magnifiques de bêtes préhistoriques. Et c'était les racines de ces... Je crois que ça, vous le décrivez petit peu. Vous observiez ça avec votre sœur, ma sœur, et essayez de trouver des formes. Voilà, exactement. Donc, on s'est amusé énormément avec ça. Mes jeux étaient aussi, bien sûr, tous les insectes et les poissons. Et quand je me suis mis à pêcher, j'étais sous l'eau tout le temps. Oui. Nous allions toujours à l'île de 46 à 56, 60. Mm-hmm. On était à l'île. Après, on a arrêté. Je vais lire un petit extrait de votre biographie, Léonard, dans lequel justement vous parlez de ces expériences sensorielles de petit garçon. Vous dites « Je restais des heures au bord de l'eau, à goûter avec volupté le sel des petits galets humides et colorés et à fixer rêveusement la ligne d'horizon. » Tout à fait. Hormis les mois d'hiver, quand il faisait trop froid pour nager, je passais le plus clair de mon temps sous l'eau, émerveillé par la richesse des fonds marins. Voilà. Une partie de l'île était couverte d'une forêt de grands pins maritimes sous lesquels je passais des heures à me régaler de délicieux pignons, à écouter le vent siffler dans les cimes, à sentir le baiser du soleil sur mes épaules. Pendant ces moments sacrés, mes sens étaient en éveil. La nature était généreuse et dans le silence, tout à moi-même, je m'imprégnais de ses bienfaits. Dans mon enfance, au plus profond de mon être, il y avait encore un espace vacant, libre de pensée, de souhaits, de désirs. Exister tout simplement me comblait. Et en y repensant aujourd'hui, je peux dire que je faisais véritablement corps avec mon âme, même si ce terme alors ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Quand on vous lit, Léonard, on a envie de vous poser cette question à laquelle, évidemment, on peut déjà pressentir la réponse, mais pensez-vous que grandir au Levant ait pu influencer votre rapport au monde et aux autres, et si oui, dans quel sens ? J'ai connu des personnes qui ont été élevées sur l'île, qui sont toujours beaucoup de négatifs en eux. Certainement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans le sens, ça m'a montré le positionnement neutre d'une personne qui naît. J'ai été élevé, ma mère ne m'a jamais ordonné quoi que ce soit. Marcel Lassalle, jusqu'en 1942, j'étais petit, était toujours occupé à son travail. Il venait pour souper, il passait des bonnes nuits sûrement avec ma maman, mais dans la journée, il travaillait. De temps en temps, il me rapportait sur son dos ou dans son camion. J'adorais aller dans son camion. Oui, vous en parlez très bien aussi. Voilà, c'était très beau. Mais en vérité, j'étais très seul sur l'île, mais pas seul du tout. Mm-hmm. Seul d'autres humains autour. Alors, il y avait bien sûr la petite Didi, qui m'a montré ses diamants précieux, ses rubis. Première expérience avec le sexe opposé, c'est ça ? Oui, la première. Vous êtes tout petit, je crois, vous avez 4-5 ans, à peine. 4 ou 5 ans. Oui. Elle devait en avoir 2 ou 3 de plus que moi. Et elle était très, très excitée par tout ça. Moi, j'étais un peu moins quand même. Vous étiez si petit. De comprendre. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vu à l'intérieur d'un tel objet. Et j'ai été assez fasciné quand même. Voilà. Donc vous diriez que cette île, alors à la fois le contact avec la nature, on l'a dit, ces heures d'observation des insectes, de la nature, cette liberté que votre mère vous a offerte aussi, tout cela, est-ce que ça a pu faire, participer à l'homme artiste, créatif Certainement. Plus que ma sœur. Pourquoi ? Elle, qui était sur l'île comme moi, en même temps, n'a pas tiré ses marrons du feu comme moi j'aurais pu le faire, parce qu'elle a eu cette agression.
Et elle a complètement effacé une partie de sa jeunesse. Et même maintenant, elle a du mal à s'en rappeler. De ces années au Levant? Oui. Et moi, c'est absolument intact. Oui. Et ces années au Levant m'ont donné une perspective. Ensuite d'être allé à Summerhill School, où on était à 100% libre, ça a amplifié l'espace entre deux de 12 ans à peu près, où j'ai souffert terriblement à l'école de Beauvallon. Par le mensonge des professeurs, par mon oreille qui était tournée jusqu'à ça saigne pour me punir parce que je n'arrivais pas à lire, etc. Bon, des années difficiles, de guerre, on le difficile, sent. Ouais. Votre mère, on l'a dit, était une femme moderne. Elle vous a donné une éducation très libre. Edith Herry écrit en préface des Cahiers du Levant, Honor avait un mode de vie très différent du nôtre. Régulièrement, entrait chez elle un ami, un visiteur, un modèle ou un simple curieux qu'elle accueillait toujours avec une inaltérable gentillesse. Elle n'hésitait pas non plus à délaisser sa peinture pour se joindre à nous. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre mère, son mode de vie, ses activités, ce qu'elle vous a transmis en quelque sorte? Elle aimait l'être humain. Oui. Elle avait des yeux, comme je disais tout à l'heure, bleu pâle rose, oui. Extrêmement doux, mais très vivant. Derrière, il y avait un regard, et ce regard était intéressé surtout par les gens. Elle aimait les gens. Souvent, elle invitait des gens pour les connaître, simplement. Que ça soit un ouvrier ou un très riche, elle se tournait plutôt vers les ouvriers, vers les gens simples. Les sophistiqués, les Parisiens, comme beaucoup le sont, cette bourgeoisie-là, elle n'en voulait pas. Elle l'avait fui d'ailleurs. Elle l'avait fui, exactement. Elle avait fui ça dans sa jeunesse. Elle ne voulait pas retrouver la même chose en France, et donc elle le fuyait. Mais elle était ouverte. Oui. Et toute personne qui venait chez nous, qui n'avait pas d'abri ou tout ça, il y avait un lit fait pour eux et tout, elle s'occupait des gens beaucoup. Elle était très attentive à l'autre. C'est quelque chose qu'elle vous a transmis, ça? Ou vous pensez qu'elle avait une... Elle me l'a transmis. Je n'ai pas résisté aux côtés de l'être humain d'aimer l'autre. Et j'ai continué, je le pratique. Mais d'une manière différente de ma mère. Ma mère l'a fait beaucoup, pas très consciente, comme avec ses hommes. D'avoir choisi des hommes comme, les derniers qu'elle a choisis, ça m'a fait souffrir énormément. Et ma sœur encore plus, elle en souffre toujours. Oui. Donc, maintenant je la vois avec une perspective différente. C'était une femme qui vivait la vie intensément? Oui. Oui. Par exemple, elle s'est mise à fumer en pleine guerre, quand il n'y avait pas de cigarettes. Oui, non, ma mère, très bonne cuisinière aussi. Elle aimait faire la cuisine. Oui, d'ailleurs, la cuisine qu'elle a découverte au Levant, je crois, au contact de Marcel Lassalle, qui lui fait découvrir les plantes, les aromatiques, ce genre de choses, oui. Puis après, elle s'est mise à la couture. Elle a pris des leçons de couture à Dieulefit. Et elle m'a fait des chemises, des pantalons. Elle faisait tous mes habits. Oui, libre, créative et intense. Oui. Une femme, moderne, très moderne pour son époque. Très moderne. Oui. Et quand je vois les gens maintenant qui disent « Oh, ça c'est moderne, tout ça », je dis « Mais ça a été pareil dans les années 20, dans les années 30. » Oui, d'ailleurs c'est assez dingue quand on voit les photos. Je trouve qu'elles sont d'une modernité folle. Oui, tout à fait. Et que finalement, les carcans sont arrivés après-guerre. Exactement. Mais quand on regarde ces photos des années 30, elles sont d'une modernité incroyable, je trouve. J'aimerais qu'on fasse une petite aparté sur le naturisme. S'agissant du naturisme, vous dites, 6 mois de l'année, on était nus, ou presque. Notre mère n'était pas exhibitionniste, simplement libre et naturelle. Est-ce qu'elle a découvert le naturisme au Levant ou est-ce qu'elle en avait fait l'expérience avant? Elle l'a découvert au Levant. Elle l'a découvert au Levant. Ça a été tout à fait naturel pour elle immédiatement? Oui. Ouais.
Bon, il faut dire que c'était une artiste, une peintre. Oui. Elle avait des modèles qui posaient nus. Oui. Donc elle avait cette accoutumance. Mm-hmm. Pour vos grands-parents aussi, vous disiez que pour votre grand-père, oui, mais que peut-être pour votre grand-mère, quand elle est arrivée... Elle était plus réservée. Elle était plus réservée. Ouais. Et pour vous, jeune enfant, je pense que ça a été naturel aussi. Vous étiez bébé, vous avez grandi sur l'île... Il n'y a aucune résistance. Oui, exactement. Au moment de l'adolescence, cependant, où le corps change, les rapports au corps aussi, l'expérience de la nudité peut être plus difficile. C'est probablement plus vrai pour les jeunes filles qui sentent un autre regard se poser sur leur corps. Bon, je sens que pour vous, ça n'a pas été un sujet. Est-ce que, par ailleurs, vous avez pu l'observer chez votre sœur ou chez des amies féminines? Chez ma sœur, je l'ai vu tout de suite. Ça a été... D'une vacance à l'autre, oui. En un an, c'était une femme différente. C'est-à-dire une fille différente. Elle se cachait. Elle se cachait, oui. Elle se cachait. Elle évitait les hommes. Oui. Elle ne les regardait pas. Mm-hmm. Elle ne voulait pas savoir. Ça lui a pris... Même toujours maintenant, elle a du mal. Bon, elle a eu 3 enfants quand même. Oui. Mais, elle en a souffert terriblement. Elle en a souffert. Oui. Quelle est votre définition à vous du naturisme, Léonard? Alors, j'en donnerai pas. Pourquoi? C'est que le naturisme est une chose, il y a le mot nature, et le mot nature est des plus naturels. Chaque bébé qui est né est naturiste. Il n'est pas préoccupé s'il a un petit kiki, un gros, un long, un court. Il n'est pas préoccupé s'il a ceci ou cela. Il vit dans son entièreté naturiste. Donc, pour moi, le naturisme, c'est idéalement, c'est ce qui est à l'origine de chaque être. On n'est pas habillé. Mais il a été compris par différentes façons, par différentes personnes. Un exemple absolument clair, c'est que vous rentrez dans une cuisine. Il y a un bébé par terre, le vôtre. Il y a la maman qui est en train de finir de la vaisselle ou quelque chose dans la cuisine. Et elle chante. « Oh mon Dieu, que tu es bon, comme je suis heureux auprès de toi. » Bon, elle chante. Ce petit bébé va entendre le mot Dieu et il va se dire « Oh, c'est gentil, c'est sympa ça. Maman est heureuse quand elle chante sur Dieu, tout ça. » Bon. Dans une autre cuisine à côté, dans la même rue, il y a un homme qui rentre un peu tard pour le repas. « Eh merde, excuse-moi, bon Dieu, j'en ai marre de tout ça. » Et il jure en employant le mot « bon Dieu ». Bon Dieu. Donc, le petit bébé qui est par terre va comprendre le mot Dieu sur un plan négatif. Le bébé qui est par terre, dans l'autre pièce, va l'apprendre sur un mot positif. Ils vont grandir. Après, ils vont avoir une discussion. Ils sont sûrs de s'engueuler, de ne pas être d'accord. Parce qu'à la base, l'essence est différente. Et avec le mot naturisme, pour moi, c'est un peu pareil. Ça veut dire, ça dépend qui l'a appris à qui. Si on apprend le naturisme à des gens qui font du porn, ça va être pour eux ça, le naturisme. Si on apprend à des personnes qui sont très saines et très bio, pour eux, c'est d'avoir tout impeccable, propre, etc. Et chacun va l'attribuer à sa manière de comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mot dont je me sers beaucoup. Les médecins André et Gaston Durville résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis. Héliopolis doit être une si simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Héliopolis vient de fêter ses 90 ans cette année. Est-ce que pour vous, cette vision des Durville a toujours cours aujourd'hui? Est-ce que l'esprit originel
Alors, je ne sais pas si on peut Non, dire non, a été conservé. Non. Dites-moi, Léonard. Ouais. Non, je peux pas le dire que ça a été conservé. Qu'est-ce qui a changé? Alors, beaucoup de choses. La première, c'est que moi qui ne suis pas militariste, le militaire, pour moi, comporte une agression. Sur l'île, il y a cette agression constante. Derrière des fils de fer barbelés, il y a des armes. Ils circulent, qui envoient des missiles, qui font le tour de l'île des fois. Bon, ça, ce n'était pas là autrefois. Ensuite, il y a la nature des êtres. Autrefois, la vie sexuelle était plus cachée. Il n'y avait pas d'exhibitionnisme. Pas d'exhibitionnisme. Il n'y en avait pas. Et s'il y en avait, c'était un scandale. Mm-hmm. Sur l'île, quand j'étais jeune, il n'y avait aucun bruit. Pas de télévision, pas de radio. C'était absolument silencieux. Mm-hmm. Il y a maints exemples. Et que maintenant, tout ça a changé. Et ce qui a changé aussi, malheureusement, ce sont les habitudes sexuelles des hommes et des femmes qui se sont amplifiées. Avant, elles étaient peut-être cachées, mais on ne les voyait pas. Mm-hmm. Lorsque vous marchez sur un sentier sur l'île, autrefois, on avait toujours le minimum. Oui, vous pourriez nous dire justement cette pratique, alors le naturisme, en tout cas, comment était pratiquée la nudité sur l'île? Elle était pratiquée d'une manière sur la plage. Oui. On allait se baigner nu. Mm-hmm. On se bronzait nu. Mm-hmm. Mais c'était tout. Quand on rentrait à la maison, il y avait 1 heure de marche des fois, on mettait notre slip. Oui. En dehors des roches et des plages, les gens remettaient un slip. Toujours un slip. On se mettait nu sur la plage, on bronzait de partout, on se baignait nu, et ça c'est très agréable. Il y a une différence. Moi, de me baigner nu, je me sens comme un tout. De mettre un maillot, il manque quelque chose à ce tout. C'est beau, c'était une de mes questions. Est-ce que de pouvoir expliquer ce plaisir d'être nu, alors essentiellement dans l'eau, si je comprends bien, parce c'est dans l'eau. C'est comme ça que vous l'avez le plus pratiqué. De sentir les courants d'eau, oui. Les vagues que l'on produit lorsqu'on nage, de sentir mon sexe se flotter à la dérive. Il y a quelque chose de très naturel. Je regarde un petit crabe et il n'a pas un costume sur lui. Et il est magnifique. Je regarde une sauterelle, c'est pareil. Ils sont tout nus. Les gens qui marchent sur l'île, dans des sentiers qui sont étroits souvent, donc il faut se croiser, et qui laissent tout à l'air, pour moi, il y a quelque chose qui n'existait pas avant, ou qui ne se manifestait pas avant. Ça a sûrement toujours existé, puisque c'est là. Mais ce n'était pas manifesté. Cette nudité qui est si naturelle, un certain retour à une forme originelle dans l'eau, pour vous, n'est pas la même quand les gens se promènent nus sur les sentiers. Il y a autre chose. Quand je suis allongé sur la plage et que je sens le soleil picoter le sel de mon corps qui est tout nu, c'est très agréable, c'est magnifique. Et j'aime me laisser partir, flotter, quitter mon corps dans une somnolence tout nu, c'est très différent qu'avec un costume. Sur la plage tout nu, c'est très différent. Le costume vous tient chaud, il vous tient serré, c'est très désagréable. Mais une fois qu'on marche sur les sentiers où il y a des branches piquantes, on se croise très proche. Est-ce que ça ne tiendrait pas au simple fait, là, quand vous parlez de l'expérience de la nudité en mer ou quand vous êtes seul en train de somnoler sur la plage, il n'y a pas cette notion de regard porté sur vous? Est-ce que, du coup, cette différence que vous voyez entre l'expérience de la nudité au contact des éléments naturels dans l'eau, sur les rochers et sur les sentiers, c'est ce regard? Le regard a toujours été porté. Il a toujours été porté de par le passé. On regarde une femme, elle n'a pas de rouge à lèvres. On la regarde à nouveau, elle a du rouge à lèvres. Et la réaction est différente. On rencontre un homme sur un sentier avec ses choses à l'air.
pour moi, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à décorer avec du rouge à lèvres ou avec toutes les choses qu'il imagine, et des bijoux et des choses comme ça, là, ça ne va pas. Je reviens à cette définition du naturisme que vous n'avez pas voulu définir. Ça dépend de qui le définit. Voilà, j'aimerais juste essayer de dessiner un petit peu les contours, puisqu'en fait, le naturisme renvoie à un certain nombre de valeurs et pas uniquement à la nudité. Ça n'en est pas uniquement le seul aspect. On parle de rejet des conventions imposées par les vêtements, d'effacement de la barrière sociale, d'un projet de vie sain au contact de la nature, manger sainement, se soigner par la nature, le corps comme l'esprit. C'est aussi, et je l'ai entendu souvent, le respect de soi et des autres. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous le vivez, vous, Léonard? Oui. Ça vous parle davantage? Oui. Le naturisme, aujourd'hui, est une pratique qui reste, cela dit, assez confidentielle et qui suscite parfois, sinon le rejet, au moins la curiosité. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'une certaine forme d'incompréhension ou de curiosité de la part de proches ou d'amis à qui vous disiez que vous avez soit grandi au Levant, soit que vous y alliez, que... Voilà. Et si oui, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ne comprennent pas cette pratique du naturisme? Moi, je n'ai rien à leur dire. Vous n'avez rien à leur dire. J'aurais peut-être à leur dire, mais je n'aime pas dire aux autres ce qu'il faut qu'ils soient. Donc, dans ma nature, je n'irai pas leur dire. Mais j'ai aucun ennui, moi-même, à me mettre tout nu. Mm-hmm. Maintenant, si quelqu'un me dit « Léonard, mets-toi tout nu », je me mets tout nu, il n'y a pas de problème. À l'hôpital, il fallait que je me force de me rappeler de me mettre une serviette ou quelque chose pour me cacher. Autrement, moi, Vous déambuliez. Oui, ça ne me gêne aucunement. Donc, je vois que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et pour moi, le nudisme comme sur l'île du Levant, pas comme il est tendance à être dernièrement, mais comme il a été, c'est tout à fait naturel et il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Mes amis, j'ai apporté ma famille là-bas, j'ai apporté des amis qui venaient d'Angleterre ou d'autres, ils ont tous apprécié. Mm-hmm. Tous apprécié. Je n'ai pas eu de critique au Léonard, comment tu oses te mettre tout nu. Immédiatement, ou est-ce qu'il y a eu des étapes? Mais moi, j'ai toujours respecté l'étape de chacun. Oui. Ça veut dire que chacun prend le temps qu'il faut pour qu'il se sente à l'aise. Et ce qui est important pour moi, c'est de donner, de laisser ce temps qui leur appartient à ne pas être jugé avant qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils soient bien. Est-ce que le Levant, qui est cette terre souvent décrite comme une terre de liberté, de tolérance, est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réparation et de réconciliation avec son corps? Pour certains, certes, sûrement. Pour d'autres, c'est insoutenable. Oui, c'est ce paradoxe un peu. Oui, et pour ceux que c'est insoutenable, ils viennent, on les appelle les voyeurs. Ils viennent regarder. À une époque, dans les années 50, il y avait des bateaux qui se louaient au Lavandou et à Hyères et ailleurs, à Cavalières. Ils se louaient avec des gens qui avaient des lunettes et qui faisaient la côte pour voir les nudistes. C'était une chose qui était pratiquée. Mm-hmm. Des gens gagnaient leur vie faisant ça. Oui. Je crois que ça a disparu, mais comme vous l'expliquez, il y a ce nudisme libertin qui a un peu pris le pas sur le naturisme, peut-être. Oui, je ne vais pas l'appeler libertin, parce que le mot liberté est tellement beau. Je ne l'aime pas là. Mais ceux qui veulent tirer de profit sexuel par la vision du sexe. Mm-hmm. Ça, malheureusement, c'est là. C'est là. Et avant, c'était toujours sur un bateau, à quelques centaines de mètres. Maintenant, c'est là. Ça vous désole un peu? Est-ce que vous, ça vous... Non. Non. Non, parce que je suis dans l'acceptation du changement. Mm-hmm. J'allais dire du progrès, mais je ne vais pas le dire. Du changement. Merci à Léonard pour sa sensibilité et sa générosité, et rendez-vous dans une semaine pour écouter la deuxième partie de notre échange. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours.
Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.